Aujourd'hui, on va célébrer les personnes que je préfère au monde, les parents. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va célébrer, donc comme je le disais, les parents, mais les parents avec un grand P, les parents au sens large, parce que voilà, toutes les familles peuvent être représentées en littérature. Et j'ai fait une petite sélection de mes parents de littérature préférés, ceux qui sont adorables, ceux qui sont drôles, etc., etc. Et on y va tout de suite avec ma première sélection. Alors je vous cache pas, ce sont les romans que j'ai lus, on va dire, dans les 15 dernières années, parce que j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai sélectionné. Voilà, tout simplement. On va commencer avec une famille que j'adore, la famille Bennett. Dans Orgueil et Préjugés, il fallait absolument que je les case, évidemment. Alors, si vous ne connaissez pas Orgueil et Préjugés de Jane Austen, ici dans la très belle collection Cranford Collection, qui était dans la collection Roman éternel. Il faudra que je vous raconte un truc d'ailleurs, on se tient au courant. Alors, si vous ne connaissez pas Orgueil et Préjugés, c'est l'histoire en fait de la famille Bennett qui habite à Longbourn. Et voilà que en fait les Bennett ont 5 filles à marier. Et un beau jour, un jeune et riche propriétaire s'installe dans le voisinage. Donc évidemment, toutes les mères qui ont des filles à marier vont faire en sorte, en fait, voilà, de marier leur fille à ce monsieur Bingley. Monsieur Bingley n'arrive pas seul dans sa nouvelle propriété. Il arrive avec ses sœurs et son meilleur ami, monsieur Darcy, le beau et ténébreux et intrigant et orgueilleux monsieur Darcy. Et si Monsieur Bingley s'attache à Jane, l'aînée de la famille Bennett, Elisabeth, elle, voit d'un très mauvais œil en fait la compagnie de Monsieur Darcy. Lui, Monsieur Darcy, semble aussi agacé par cette jeune femme qui dit ce qu'elle pense, qui est vive d'esprit, etc., etc. Et à la fin, ils font des bisous. Voilà, une des plus belles histoires d'amour, voilà, enfin belle, il se passe pas grand chose, mais c'est beau, la déclaration qu'il lui fait, etc. C'est en même temps cruel ce qu'il lui dit, et en même temps trop beau, quoi. Lisez ce roman si c'est pas déjà fait. Et ce roman, en fait, a eu de nombreuses réécritures, la plus connue étant Le Journal de Bridget Jones, qui est en fait une réécriture d'Orgueil et Préjugés, et il y en a mais des tas. Le schéma de Enemies to Lovers vient un peu de ça en fait. Bref. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis les parents Bennett? Mais parce qu'en fait ils sont incroyables. La mère, elle est super drôle. La mère en fait, voilà, elle tout ce qu'elle veut c'est marier ses filles et elle est ultra gênante en fait. Elle dit des choses incroyables en public, tout le monde l'entend, tout le monde est gêné. Ça se fait pas, mais c'est super drôle du coup, c'est super drôle. Et le père, lui, c'est un homme qui est un peu réservé. Lui, en fait, les frasques de sa femme, ça l'agace un petit peu. Mais il prend ça avec philosophie et il est tout le temps, en fait, dans son bureau à lire, etc. et à discuter avec ses filles. Et c'est un homme très intelligent, vif d'esprit, qui aime plus que tout sa famille. Et voilà. Donc, best famille ever, la famille Bennett. On continue. Alors, attendez les pompiers ou la police, je ne sais pas. On continue. Alors, là, c'est peut-être un peu plus... On n'est pas du tout dans le même genre de littérature, mais c'est pas grave. Je voudrais vous parler du père de Bella dans Twilight, que je vous mets là une photo de l'acteur, parce que j'ai plus les bouquins, je les ai revendus il y a de ça des années. Alors, mon Dieu, j'ai lu Twilight. J'étais déjà vieille quand même. J'étais déjà vieille, je crois que je bossais déjà, donc je devais avoir 19-20 ans. Ou alors j'étais encore à la fac, donc... Enfin bref, je les ai lus autour de la vingtaine. Et donc j'ai mis le père de Bella, parce que, ben voilà, je voulais représenter différentes familles. Donc le père de Bella, père célibataire, sa mère étant très loin. Et pourquoi est-ce que j'ai mis le père de Bella? Ben parce qu'en fait, même s'il n'a pas eu en fait beaucoup de temps avec sa fille quand elle était plus jeune, là au moment où elle arrive en fait il fait tout, il se met en quatre en fait pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit heureuse, etc., etc., et il est en même temps protecteur et maladroit, et je trouvais ça trop chou. C'est les seuls arguments que j'ai, voilà.
Débrouillez-vous avec ça. Non, voilà, je voulais mettre le père de Bella dans Twilight. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Ah bah oui, obligé. Pareil, j'ai pas les bouquins là, je les ai revendus. Je vous mettrai une petite photo quelque part. J'ai mis, alors, au pluriel, les parents Dieu dans Percy Jackson. Évidemment, parce que, bon, même s'ils sont pourris, qu'ils sont jamais là, ils sont, voilà, c'est des dieux, quoi. C'est des dieux. Qui n'aimerait pas avoir des dieux comme parents? Vous connaissez Percy Jackson ou pas? Si vous connaissez pas, lisez tout de suite. Percy Jackson, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Percy Jackson, qui apprend en fait du jour au lendemain qu'il est le fils de Neptune. Voilà. Donc il est envoyé au camp de vacances des Sans-Mêlés. C'est les Sans-Mêlés, hein. C'est Half-Blood en anglais. Il va rencontrer là en fait plein d'autres enfants, des demi-dieux. Voilà, donc qui sont aussi les enfants de dieux du panthéon grec qui se sont accouplés, se sont reproduits avec des humains. Et franchement, c'est trop trop bien. Donc voilà, les parents dieux dans Percy Jackson. Trop bien quoi. Même s'il y en a qui sont un peu absents, etc., il y en a qui suivent bien leurs enfants. Ensuite, une famille, mais c'est surtout voilà les parents que je mets en avant, la famille Weasley. Obligé, c'était obligé de mettre les parents Weasley, Arthur et Molly là-dedans. Obligé parce que, mais quelle famille quoi, quelle famille, voilà, ils ont une tatouille d'enfant et en même temps, pardon, je suis sur le micro, une tatouille d'enfant et voilà, ils sont hyper aimants, hyper soudés et en plus ils accueillent Harry, voilà, en plus parce que bah Harry n'a plus de parents, voilà, et son oncle et sa tante sont horribles et donc il est tout seul mais il est quand même recueilli, voilà, par la famille Weasley qui de toute façon n'est plus un enfant prêt parce que quand on a tant d'amour à donner, de toute façon peu importe le nombre d'enfants, il y en aura assez pour tout le monde, quoi. On continue avec ce qui n'est pas une famille au sens biologique du terme. C'est pas un père au sens biologique du terme, mais tout le monde rêve d'un père comme ça. Il s'agit de Arthur Parnassus dans La maison au milieu de la mer céruléenne que je viens de terminer, que j'ai terminé hier soir. De toute façon, quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit oh là là, celui-là il va direct aller dans le florilège des parents de famille. Donc La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, je pense, chez De Saxus. Je l'ai terminé hier, c'était trop bien. Alors, en fait, c'est l'histoire de Linus Baker, qui travaille pour le ministère de la Jeunesse Magique. Je vous en reparlerai dans un point lecture, donc je vais pas donner trop de détails. Et en fait, il va inspecter un orphelinat qui est dirigé par Arthur Parnassus. Et donc, je mets Arthur Parnassus dans cette sélection des meilleurs parents de littérature parce que il est extraordinaire avec les enfants. Vraiment, voilà, il a ses orphelins sous ses ordres, entre guillemets, et il est très bienveillant à les laisser s'exprimer et leur dire qu'ils peuvent être qui ils veulent, etc., etc. Oh, vraiment, c'était un petit bijou, ce livre. Vraiment, vraiment, c'était très, très bien. J'ai hâte vraiment de vous en parler dans un point lecture. Vraiment, plus en détail. Mais, oh, pardon, mon chat. Arthur Parnassus va vraiment dans ce top des parents. Ça va, chat? Tu veux venir dire bonjour? Viens. Oh, petit chaud. Viens. Tu viens dire bonjour? Non? Tu fais un câlin? Vas-y, fais un câlin. On continue avec un père qui n'en est pas un au sens biologique du terme, mais qui est quand même important. C'est Geralt de Rive. On dit Geralt ou Gérald, à votre avis? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Je vous mets ici la version de Henry Cavill dans la série sur Netflix, trop beau. Alors, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, Geralt, le sorceleur, donc obtient entre guillemets la garde de Ciri, voilà, une princesse. Et voilà, c'est Geralt, quoi, il parle pas beaucoup, il machin, mais en fait, voilà, c'est un cœur tout mou, quoi. C'est un cœur tout mou. Donc, j'ai mis Geralt dans ce top. Et bien en fait, on va terminer avec une personne qui n'est pas un parent, au sens biologique du terme encore de la personne qui a donné naissance ou qui a engendré, même si c'est un parent, c'est la famille. J'ai pas sorti le livre. J'ai mis, alors, la tante Méduse, j'ai oublié son nom.
son vrai nom, mais elle, voilà, l'excentrique tante de Perséphone dans 200 d'écumée de glace d'Alexandre de Lys, ici chez Michel Lafon. Voilà, alors ça, mais c'était... Voilà, c'était vraiment trop bien. Vous le savez, j'ai adoré ce livre. Et en fait, la tante Méduse, c'est une tante un peu excentrique, etc. Et voilà, elle apprend un petit peu la vie à sa nièce. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Alors, j'aurais aimé en mettre beaucoup plus, mais après, de ce que je voyais, c'était pas parent dans le sens où c'est, entre guillemets, un adulte qui va apprendre des choses à l'enfant ou à l'ado, en fait, ou au jeune. Voilà, vous savez, ce côté ascendance, descendance, voilà. Après, en fait, sinon, il y a beaucoup de familles en fait dans la littérature que j'aurais voulu mettre. Par exemple, la famille que se sont créées dans les héros de Six of Crows. Voilà, en fait, donc les 6 qui sont en fait une famille, mais là c'est plus comme des frères et sœurs orphelins. Vous voyez, il n'y a pas le côté ascendance-descendance. Il y avait quoi aussi? Qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Je ne sais plus ce que je vais voulu mettre. Oui, évidemment, toute la communauté de Rysand dans Akotar. Donc Rysand, Cassian, Azriel, tout ça, Mort, voilà, qui sont pareils, un petit groupe, un peu de frères et sœurs, mais il n'y a pas le côté ascendance-descendance. Donc, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo. Si un jour, il existe une fête des frères et sœurs, peut-être, si ça se trouve, ça existe. Je vais vérifier dans le calendrier, genre Journée nationale des frères et sœurs, quelque chose comme ça. Voilà, faire un top sur les frères et sœurs de littérature et, par la même occasion, les familles qu'on se crée, en fait, qu'on peut se créer. Parce que la famille, ça peut être plein de choses. Ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas de rapport avec leurs parents, frères et sœurs, ou des rapports compliqués, voilà, pour des tas de raisons, voilà, des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont été séparés de leurs parents biologiques, des gens qui ont été adoptés, des gens qui ont été voilà, placés, ou des gens voilà, qui ont subi des choses très mauvaises de la part de leurs parents ou de leur famille et qui du coup ont voulu se créer une famille à côté. Voilà. Les familles peuvent prendre plein de formes différentes. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre différents genres de familles, même si voilà, on tourne assez autour de parents-enfants, même si voilà, il y a quelques trucs qui sont pas parents-enfants, mais voilà. La famille, c'est le sens que vous y mettez et ça fait plaisir dans tous les cas, quoi. Bref, un jour, je ferai, j'espère, un top sur la famille de manière étendue, les frères et sœurs, et sur les familles qu'on se crée, que je mettrai aussi dedans. Alors, j'ai pas trouvé, en fait, vous voyez, enfin, vous avez vu, j'ai sept familles. En fait, j'en ai pas trouvé plus. Et je me suis posé la question, en fait, parce que en regardant mes bibliothèques, je dis, alors, orphelin, 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 parents, on sait pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas, orphelin. Et du coup, en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant d'orphelins ou de jeunes livrés à eux-mêmes, en fait, en littérature young adulte. Alors, je me suis posé la question et je me demande, après, s'il y en a parmi vous qui font psycho ou qui sont psychologues, voilà, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire et me dire si je me trompe totalement. Je me suis dit qu'en fait, la littérature young adulte, la plupart du temps, c'est un jeune en fait qui a une mission à accomplir, etc., etc., qui part à l'aventure, qui découvre son destin, machin. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être pour aider les ados, voilà, à faire leur propre chemin. Ou alors, les accompagner, entre guillemets, dans leur crise d'ado, voilà, leur dire, bah voilà, ils sont pas seuls. Il y a aussi d'autres gens, voilà, qui n'ont pas de rapport avec leurs parents, qui s'en sortent très bien. Voilà. Mais je mettais plutôt ça sur le compte du développement, voilà, de se dire, bah oui, en fait, ce héros, cette héroïne, réussit dans la vie sans ses parents et réussit à s'émanciper
Donc peut-être pour aider aussi les ados qui sont visés par par cette littérature, peut-être voilà, à s'émanciper et à tracer leur chemin. Les aider à se construire, indépendamment de leurs parents, en tant que personne, en tant que futur adulte. Voilà. Dites-moi si je me trompe, ou si peut-être je suis partie dans des délires incroyables. Voilà. En tout cas, bah écoutez messieurs dames, c'est une vidéo que j'ai eu plaisir à faire parce que bah voilà, mes parents, moi ça fait partie de mes gens préférés, de mes personnes préférées au monde, avec mes frères et sœurs évidemment. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont vos parents préférés dans la littérature, s'il y en a, qui soient méchants, gentils, etc., etc. Dites-moi ça en commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les 1 an de la chaîne. Bisous!